Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine kiosque de ce vendredi 10 novembre 2023. Alors, l'actualité ce matin, c'est tout d'abord ce communiqué de l'armée burundaise qui accuse les M23 de l'empêcher de prendre le contrôle des zones de sa responsabilité. Analyse de ce communiqué avec nos invités. Nous allons également revenir, comme c'est la fin de la semaine pour le magazine kiosque, de l'appel téléphonique a fait séparément le secrétaire d'État américain Tony Blinken qui a parlé séparément avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Washington plaide en faveur d'une solution diplomatique entre les deux pays. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et puis entre-temps, nous parlons ici du processus électoral en République démocratique du Congo à quelques jours du go de la campagne électorale. Les questions hantent les esprits parce que plusieurs membres du gouvernement, les parlementaires sont des candidats. Est-ce qu'il y aura un vide? Un vide sera constaté en cette période. Nous allons analyser aussi ce sujet avec nos invités. Du côté de la justice, il y a le procès de Roger Lumbala, l'ex-rebelle qui sera enfin jugé à Paris en France après 2 décennies. La justice française va juger Roger Lumbala et une autre affaire de justice, c'est l'affaire Matata Pogno qui devrait reprendre aujourd'hui. Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Le premier invité est déjà là avec nous. C'est Christian Emango. Bonjour Christian Emango. Bonjour Madame Gisèle Etoko, bonjour tous les téléspectateurs des kiosques, les fidèles comme ceux qui nous rejoignent ou découvrent ce magazine ici. Je suis très content d'être reçu sur votre plateau aujourd'hui, surtout que beaucoup de sujets tournent autour de la justice, de la diplomatie. Ce sont des sujets qui touchent à cœur notre pays. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes à 6 mois et plus que Mike Mukeba est comme ça à Makala, sans raison. Un dossier qui a commencé devant la Cour d'appel, mais que la Cour constitutionnelle a été saisie en exception d'inconstitutionnalité. Mais on s'est assis sur le dossier, on l'a frigorifié, comme le disait le très respectable juge Kalouba, que lorsque les affaires allaient à la Cour constitutionnelle, les affaires entraient au frigo. Et voilà que Mike Mukeba se retrouve aussi dans une affaire où, saisissant la Cour constitutionnelle, c'est allé encore au frigo et lui-même, il est congelé actuellement à la prison centrale de Makala. Pour quel motif, nous ne savons pas. Si on estime qu'il était responsable des actes qu'il aurait posés prétendument dans une émission, on n'a qu'à les juger et à dire si il est condamnable ou pas. Mais dès lors qu'on ne juge pas, ça veut dire que le dossier est vide. Même moi, je vais prendre les relais pour un autre dossier qui est à la Cour constitutionnelle, c'est le dossier Matata. Je trouve que ça commence à devenir un peu ridicule. Je trouve que, vous savez, quand les procès a commencé, il y avait... je vais parler du premier procès. Quand il a commencé, il y avait des attentes de la population. On a vraiment suivi, on voulait savoir ce qu'allait être le sort de Matata Pogno devant cette haute juridiction. Mais la Cour, les juges en toute indépendance, ont décidé, ils ont pris courage de dire ce qu'on pouvait peut-être leur intimider, de ne pas dire. Mais ils ont pris leurs responsabilités en main, ils se sont déclarés incompétents à juger un ancien Premier ministre. La saga n'est pas terminée là, c'est la Cour de cassation qui sera à son tour saisie, mais celle-ci, au cours des débats, estime que il y aurait une exception d'inconstitutionnalité qui est aussi soulevée. Cette Cour de cassation a sursis au profit de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est décidée et la Cour de cassation finalement
se dira plus tard qu'elle est aussi incompétente à juger Matata Ponyo. Voilà qu'on revient encore devant la Cour constitutionnelle. Donc c'est devenu un jeu de ping-pong, au point que ça a harassé la population. C'est-à-dire plus personne ne suit encore ce procès, plus personne n'a encore besoin de savoir ce qui s'est dit là-bas. C'est peut-être parce que nous en parlons aujourd'hui que ça peut attirer l'attention. C'est pas ce que vous dites, mais il y a un moment, Christian Emango, Matata Ponyo, qui revenait d'un pays africain, il avait dit qu'il est venu lui-même auprès de quoi, la justice, hein, pour mettre fin à cette histoire. Il faut qu'on vide vraiment cette histoire, qui soit devant les juges, malgré l'inconstitutionnalité. L'affaire était déjà vidée. Parce que, moi je le dis, je le soutiens, c'est un problème de nos lois. Ce n'est pas un problème des juges, ce n'est pas un problème de Matata Ponyo. Lorsque la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle avait été adoptée en 2013, lorsque la Constitution du 18 février 2006, l'année, vous l'avez déjà, lorsque j'évoque l'intitulé, Matata Ponyo, nous ne savons pas où il était. Donc, on ne sait pas comprendre pourquoi on s'acharne comme ça sur Matata Ponyo, alors que les textes que nous avons actuellement, on n'a qu'à lire l'arrêt d'incompétence, on comprendrait tout, mais les textes sont clairs qu'il est difficile à ce jour, je ne parle pas seulement de Matata Ponyo, il est difficile, sinon impossible, et moi je le soutiens, de poursuivre devant la Cour constitutionnelle un ancien Premier ministre ou un ancien président de la République. C'est quasiment impossible. Alors, si on l'a déjà fait comprendre, dans d'autres pays, on a bien voulu que dans des procès, qu'il y ait même des jurys. Parce qu'un procès, c'est aussi l'attente de la population. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qui est dépensé dans ces procès-là. Il faut mener les enquêtes. Il faut les médias. C'est de l'argent public qui est dépensé. C'est pour ça que dans certains pays, quand on ne voit pas la nécessité de faire cette... Mais je vous dis... Il n'y a pas la nécessité. Même les parquets, lorsqu'ils veulent poursuivre... C'était l'intérêt de la population. Mais je vous dis... Mais pas, non, ça ne suscite plus d'intérêt parce que la population a l'impression, finalement, que c'est devenu un jeu de ping-pong qui ne nous amène nulle part. Les procès commencent au Congo, ça fait tous les boucans que ça peut faire, et puis à la fin, il n'y a rien. Mais c'est de l'argent public qui est dépensé. Cet argent-là, on aurait pu orienter ça à faire mieux, à faire autre chose. C'est ça l'affaire Matata finalement. C'est devenu une affaire qui a déjà été vidée de toute sa substance. La Cour s'était déjà déclarée, prononcée incompétente. Alors quand on revient à tout moment... Pour en finir une fois pour toutes, non? Mais à supposer... Non mais attendez, je vous donne maman Gisèle, donnez-moi juste une minute. À supposer que la Cour se déclare encore incompétente. Oui. On va revenir encore avec un troisième procès. Mais c'est ça qui fatigue l'opinion finalement. Merci Christian. On ne suit plus. Alors, Maïgardi Diana, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Vous n'entrez pas dans ce débat, hein, c'est un biscuit de Christian. C'est son biscuit. Alors, et Walter Kouy qui est aussi avec nous. Bonjour Walter. Bonjour madame, bonjour à Christian et Maïgardi et bonjour aux téléspectateurs de CCTV Radio Liberté Kinshasa. S'agissant de ce dossier ou du biscuit de Christian, il faudra quand même qu'à un certain niveau ou à un certain moment que chaque Congolais soit redevable devant les instances judiciaires. Si la Cour avait dit être incompétente, la même Cour, la même haute Cour revient à dire aujourd'hui qu'elle est compétente. Je crois que c'est l'unique ou la seule haute Cour qui peut dire qu'elle a raison de prendre tel ou tel autre chemin, mais l'idéal est que justice soit rendue, que chaque Congolais soit redevable devant la loi, parce que s'agissant de ce dossier particulier de Boukangalonzo, on doit savoir où sont parties toutes ces sommes d'argent déboursées pour que la RDC, ou du moins la région de Kinshasa, donc la capitale, le Grand Bandundu et ses environs, arrive à une autosuffisance alimentaire, qu'on ne puisse plus importer du sémoule de l'étranger, le riz et les légumes même, avais-je appris en son temps. Donc, il faut que quelqu'un réponde. On a cité Matata, il n'est pas le seul, il y a le Sud-Africain Kobler, et puis j'ai vu le gouverneur de la Banque centrale, Deo Gracias Mutombo Mwananyemo. Tous doivent répondre. Nous avons besoin de la vérité, savoir
Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Je ne voudrais pas entrer d'abord dans ce que les uns et les autres disent ou pensent s'agissant d'un acharnement politique, mais acharnement ou pas, Matata était responsable, il faut qu'il réponde. Voilà il faut que tout soit au clair. Il faut que tout soit clair, parce que d'ailleurs, lui-même avait dit qu'il rentre au pays pour répondre, pour que vérité soit dite. Bonne chance et que vérité soit dite, que la Cour fasse correctement son travail, sans interférence politique, parce que certains disent qu'il y a pression sur Matata pour abandonner ses ambitions présidentielles afin qu'il rejoigne Félix Tshisekedi. Mais moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'abord de ce volet-là. Le peuple congolais veut savoir où est parti l'argent décaissé pour le projet Bukanga-Lonzo. Voilà. Alors, une autre affaire de justice, c'est les procès Roger Lumbala. On vide également ce dossier. Après 2 ans, on parlait presque plus de lui. Et voilà le tribunal de France, hein, la France, qui fixe une date pour le procès, après avoir assemblé tous les preuves, les témoignages. Quels commentaires vous inspirent? Pas assez de commentaires, mais Roger Lumbala n'est pas le seul acteur épinglé dans ce que nous appelons, ou ce que les gens appellent tout le temps rapport mapping, qui date des années 2003, disons des années, début des années 2000. Donc, Matata, qu'est-ce que je dis? Roger Lumbala n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres seigneurs de guerre, dont certains sont actuellement aux affaires, ministres, PDG, ADG, DG, dans les institutions et les entreprises publiques. Je me suis informé il y a 2 ans quand il était arrêté. On l'a arrêté parce que il semble qu'il serait un sujet français. Donc c'est pour ça, comme sujet français, la France a arrêté l'un des siens, l'un de ses sujets, trempé dans une affaire de crime de guerre en République démocratique du Congo. Mais nous avons toujours souhaité que vérité soit dite et que justice soit rendue à toutes les victimes des massacres des années de la guerre civile et puis des rébellions et agressions de la République démocratique du Congo depuis les années 1998. Ils ont le 2 août, je crois, si j'ai bonne mémoire, 1998. C'est un cycle infernal des massacres qui se perpétue jusqu'à ce jour. Le Rwanda, tout comme l'Ouganda, sont épinglés parmi les pays qui ont agressé, parmi les pays qui ont commis des crimes de guerre. Rappelez-vous de la guerre de Kisangani, ce sont 2 armées rwandaises et ougandaises qui se sont battues sur le sol congolais. Les victimes de cette guerre ont fait plusieurs fois des sit-ins ici à la primature pour qu'ils rentrent dans leurs droits, c'est-à-dire que la petite somme que l'Ouganda avait déjà avancée leur soit aussi allouée pour que certains qui avaient perdu maison, bien, d'autres sont devenus invalides, c'est-à-dire infirmes, entrent dans leurs droits malheureusement. Les choses n'ont vraiment pas bougé. Si au temps de Joseph Kabila, nous avons poursuivi uniquement l'Ouganda, je pense qu'il est temps que l'on se réveille avec l'agression avérée actuelle de l'armée ou du Rwanda contre la RDC, que nos autorités réunissent des éléments, tous les dossiers nécessaires pour que le Rwanda réponde de ses actes, bien que n'étant pas membre de la Cour pénale internationale, mais il y a d'autres mécanismes pour faire arrêter ou faire juger les autorités ou les lieutenants du pouvoir au Rwanda, afin que justice soit rendue aux multiples compatriotes. Mais s'agissant de Roger Lumbala, j'ai continué de marteler qu'il y a encore plusieurs seigneurs de guerre à qui nous-mêmes Congolais et nos institutions donnons des primes. Ils sont actuellement ministres, DG comme je le disais tantôt. Il faudra que justice soit faite afin que ce cycle d'impunité soit un jour arrêté en RDC. Maïgardi Diana, votre commentaire également par rapport à cette affaire de Roger Lumbala. Je crois que je veux aborder l'affaire différemment parce que j'aime pas commenter des affaires de justice, surtout pendant que le dossier est déjà instruit, que la justice essaye d'établir les responsabilités. Cependant, la question de Roger Lumbala, c'est vrai, pour moi, ça fait partie de notre passé. C'est vrai que je peux dire comme Walter, il n'est pas le seul.
Au-delà de ça, je crois que c'est un élément qui révèle un problème que nous, on ne voit souvent pas. Si aujourd'hui, il peut se retrouver par devant la justice, c'est parce que, comme la plupart des gens qui dirigent, c'est des gens qui ont une ou deux nationalités. À la limite, il y a certains qui en ont trois. La question de la nationalité est un sérieux problème. Or, si on ne sait pas identifier quelqu'un, même dans la notion de la justice, ça peut poser problème. Je crois qu'aujourd'hui, Roger Lumbala, c'est vrai, la France est en train d'ouvrir un procès pour un sujet, autant qu'il est encore ici considéré comme étant un sujet congolais, de surcroît un politique. Je crois qu'en interne ici, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. La question, c'est quelle est la situation de Roger Lumbala ici à Kinshasa? J'ai l'impression qu'il a déjà bénéficié d'une sorte de révolution pardon, mais en réalité, pardon par qui? Par les politiques et pas par la population congolaise. Mais je crois que la nouvelle dynamique, si on veut aller un peu plus loin, il faut mettre fin à ces cycles d'impunité, certainement, mais il faut aller un peu plus loin. Je crois que la meilleure des choses aujourd'hui, il faut qu'il y ait un tribunal spécialisé pour la situation de la RDC. Pour moi, ça reste la solution efficace pour pouvoir résoudre, mettre devant la justice les différents responsables sur différents échelons. On est un peuple qui a vécu longtemps cette situation de guerre. Si on veut aller vers les dynamiques de développement, je crois qu'il faut commencer par corriger les erreurs du passé. Et pour moi, les erreurs du passé font aussi partie de rendre justice à cette multitude de la population qui a subi des affres. Pour certains, dans la plupart des cas, des calculs politiciens, dans l'idée juste de se retrouver dans la chaîne de commandement, pour d'autres, pour des raisons économiques, en rendant les gens infirmes, en détruisant de familles, en envoyant des gens des pieds sous terre. Et je crois qu'à ce niveau ici, si on veut changer de paradigme sur l'approche sécuritaire, il faudra commencer par la justice, parce que il ne sert à rien de pouvoir aller de l'avant sans pour autant corriger encore, tirer au clair ce qui constitue un passé assez lourd comme le nôtre. Je crois que vivement un tribunal spécialisé pour la situation de l'Est de la RDC, il n'existe pas encore. Chacun y passe et qu'on voit clair et qu'on passe à autre chose, parce que maintenant on veut aller dans une sorte d'idéal commun, mais pour aller dans un idéal commun, il faudra que l'ensemble de la population voie les choses d'un commun accord. Faut que j'ai envie de dire, il faudra que nous nous regardons avec une perception assez commune pour éviter que finalement les autres se sentent exclus, parce que quand on met les gens de côté, forcément ils s'éloignent. Et j'ai l'impression que si on veut tenter d'aller dans d'autres dynamiques, les changements de paradigme sur l'approche sécuritaire dans cette approche-là, on risque de frustrer un bon nombre de populations qui nous considéraient étant comme, je dirais, des gens nonchalants dans la question de la sécurité, pendant que les autres, émotionnellement, vivent des situations très difficiles. Nous, ici, on accorderait pardon à qui veut, sans pour autant en être vraiment victime de manière directe. Et je crois que ce n'est pas logique à mon sens. Moi, je crois que chacun doit répondre, mais c'est une affaire qui, pour moi, je mets encore beaucoup de doutes. C'est comme je dis, c'est une affaire par devant la justice, de surcroît une justice européenne occidentale. Attendons voir ce qui en arrivera. Attendons voir la Christian Emango, il doit répondre de ses actes. Roger Lumbala. J'en conviens qu'il faut répondre de ces actes, mais vous permettrez que je puisse placer un mot. C'est vrai, il faut que toute personne, dès lors qu'elle est accusée, puisse se présenter devant le juge compétent. Mais ce dont j'insiste, c'est le caractère sérieux dans les procédures que nous initions. Qu'il s'agisse de Roger Lumbala ou qu'il s'agisse de Matata Ponyo ou de quiconque. Comment, je vais prendre dans l'ensemble, dans les mêmes procédures, dans une première affaire, nous avons sur les bancs des accusés, Matata Ponyo, Christo Grobler, Patrice Kitebi. C'est dans les mêmes procédures, dans les mêmes circonstances. Alors que la Cour constitutionnelle ne s'était pas prononcée au fond. Mais le parquet, lorsqu'il recommence les poursuites, il écarte l'ancien ministre délégué des Finances et reprend maintenant le directeur de la Banque centrale, Matata Ponyo et Christo Grobler. C'est ça qui ne fait pas les sérieux. C'est ça qui ne fait pas du tout les sérieux. Parce que normalement, de la même manière aujourd'hui, Patrice Kitebi est écarté.
Mais si on découvrirait après que même Matata Ponyo ne devrait pas être poursuivi parce qu'il ne répondait en rien. C'est ça, ce tâtonnement-là, qui fait finalement qu'on ne prenne pas vraiment au sérieux les procédures judiciaires qui sont lancées par notre appareil judiciaire actuellement. Vous permettez la tautologie. Mais c'est la même affaire. Mais entendre Walter parler, sérieux ou pas, mais cette affaire a longtemps duré. C'est pour ça que je dis, vous savez, ailleurs au monde. Parce que vous savez que lorsque vous initiez des poursuites à l'égard des personnes comme ça, vous savez la réparation est-ce que vous pouvez encore réparer l'honneur si ces personnes-là doivent garder encore leur dignité et leur honneur? Que vous avez déjà crié partout qu'ils étaient voleurs. Ça veut dire que Patrice Kitebiki, autrefois, s'était retrouvé sur les bancs des accusés. Que lui aussi avait participé à cette histoire de Bukangalonzo sans qu'il soit jugé au fond. Vous avez déjà pris le risque de l'amener devant les juges. Si vous n'êtes pas sûr, pourquoi vous êtes pressé? Vous avez déjà pris le risque de l'amener devant les juges. Mais lorsque vous reprenez avec un nouveau procès, vous dites, lui n'était pas impliqué. Mais comment vous ne saviez pas avant qu'il n'était pas impliqué? Donc on risque d'arriver devant les mêmes juges et vous allez dire, Grobler n'était pas impliqué. Ça ne donne pas le sérieux. C'est ce que je suis en train de dire. Que ça ne donne pas un sérieux. On va dans l'affaire. Je me sens très très à l'aise que lorsque je viens dans une émission, et surtout celle-ci, de parler des affaires judiciaires. Je suis invité ici souvent comme consultant en matière juridique. Et c'est comme ça que je suis seulement en train d'attirer l'attention de la population. Si on va suivre ces différents procès qui s'ouvrent, l'ancien ministre de la Santé, aujourd'hui, qu'on le prend, il est au parquet, 2 jours après, il sort, on ne connaît plus de suite. Tout ça, ça fait que notre appareil judiciaire aujourd'hui est décrédibilisé. Il ne donne plus de sérieux. C'est le cas à faire Matata. C'est le cas à faire Mukibaï. Qu'on l'arrête, si vite, ils ont soulevé les gens et tout ça. Mais il est là en prison, jugez-le. Ça ne fait pas le sérieux. Jugez-le si vous pouvez, vous ne le jugez pas. Mais vous l'avez mis là-bas à Makala, pourquoi? Ça ne fait pas le sérieux. Donc moi, l'affaire Matata, je me demande à la fin... Alors ça doit aller jusqu'au bout pour que vous... Il faut imprimer le caractère sérieux dans les poursuites que nous faisons. Merci, si vous prenez l'affaire... comment il s'appelle, Roger Lumbala. Vous savez que, si je ne m'abuse, je crois que c'est depuis 2013, que nos cours d'appel ont reçu pour compétence de juger toutes les personnes pour les crimes internationaux. Mais pour qu'un Congolais, lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis des crimes internationaux, il faut s'attendre que ce soit un tribunal extérieur qui le fasse. Il y a un avocat qui vient de dénoncer quelque chose. Diane, vous avez évoqué la question de double nationalité, c'est ça? Il y a un avocat, justement, il y a un avocat belge qui vient de dire tout haut, tout le monde l'a entendu, de sa profession d'avocat, si ce qu'il a fait, il a porté des accusations gratuites, il sera radié du barreau. L'avocat belge qui... il dit qu'il y a un responsable congolais qu'eux soupçonnent d'avoir été dans les décès ou dans l'assassinat de Chérubin Okeli. Notre parquet aurait dû faire quoi? C'est le premier acte. L'auditorat militaire aurait dû faire quoi? Approcher directement l'avocat pour avoir des informations. Merci Christian. Mais il n'y aura rien. Passons à autre chose. Il n'y aura rien. Merci. C'est la même chose. Roger Lumbala, c'est en France qu'on les juge. Pour des crimes qu'il a commis au Congo, les Congolais ne sauront ni les tenants, ni les aboutissants. Ils ne verront rien. C'est un procès qui apparemment ne concerne même pas les Congolais. Lorsqu'il va falloir indemniser les familles, le gouvernement congolais est où? Merci Christian. Alors on parle de ce communiqué de l'armée burundaise qui accuse le M23 de l'empêcher de prendre le contrôle des zones de sa responsabilité. Beaucoup de gens trouvent un peu ambigu ces communiqués alors qu'ils sont là au sein de la force régionale. Mike Gardidiana, comment vous avez jugé ce communiqué? Merci pour la question. Avec votre autorisation, un petit élément sur le dossier précédent. En fait, pas le dossier précédent, un commentaire de Christian. Je suis d'accord avec lui que l'affaire Matata, cette saga-là, était un peu du n'importe quoi, ça c'est une certitude.
Mais l'élément qu'il évoque sur le fait qu'on ait écarté Patrice Kitébi, pour moi, n'est vraiment pas l'élément qui laisserait transparaître ses caractères moins sérieux, dans le sens où Patrice Kitébi n'a pas les mêmes juges naturels que Augustin Matata Ponyo. S'il y a eu blocage au niveau de Matata, l'instruction a continué avec Kitébi. Et au-delà de sa responsabilité, il était ministre délégué. La signature, il n'en avait pas. La responsabilité était ailleurs. Si Deogracia s'est arrivé, parce qu'on sait que lui, il a une certaine responsabilité dans la chaîne des dépenses, et que finalement, il serait parti dans le coup. Il ferait partie du coup. Non, à ce niveau-là, le problème n'est pas. Si, à la limite, après, il serait avéré que Patrice Kitébi aurait une certaine implication, je crois que lui maîtrise mieux que nous ici sur ce plateau, il reviendra pour répondre de ses responsabilités. Mais je crois qu'à ce niveau ici, l'instruction à ce niveau-là s'est poursuivie, au-delà du fait qu'au niveau de Matata, il y a eu cette cacophonie qui, à la limite, utilisons le même terme que lui, n'était pas sérieux. Mais dans le fond, je crois que à ce niveau-là, moi, je ne trouve pas un problème à ce niveau-là. Sur la question de M23, je crois que ça fait partie de cette dislocation des accords de cessez-le-feu, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, le monde estime que derrière le Ouazalendo, ça serait le gouvernement congolais et que pourrait ça constituer une sorte d'entrave à cette dynamique de paix. Libre à eux de le dire ainsi. Nous, on n'a aucun élément attestant de cette situation-là. Mais au-delà de ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, le M23 avec ses parrains, c'est certes d'une réalité. On est à l'approche électorale, ils savent que la RDC, l'approche militaire, ou encore l'idée de nous contraindre à aller autour d'une table jusqu'à la Kinshasa, résiste et refuse. Il faut user de tout le moyen de pression pour finalement contraindre la RDC autour d'une table, et le contexte électoral en est un moyen essentiel. Donc je crois qu'aujourd'hui, on vivra une sorte de recrudescence. Le M23 tentera d'occuper d'autres zones. Le fait que chaque jour, il y a une orientation communicationnelle des natures anxiogènes qui nous explique qu'ils sont à la porte de Goma, pour moi, c'est une forme de pression pour finalement permettre à Kinshasa de revoir ses calculs et d'aller négocier avec ces gens-là, parce que c'est ce que l'ensemble du monde veut, c'est ce que les États-Unis veulent, c'est ce que cette fameuse communauté internationale, avec l'implication des organisations régionales et sous-régionales, veulent. Donc, en gros, pour moi, c'est une dynamique de gens engagés, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Aujourd'hui, l'idéal, c'est de voir Kinshasa autour d'une table et négocier avec ce M23, par ricochet avec les autres qui trouveraient d'intérêt ou qui soutiennent cette armée-là. Et au-delà de ça, le M23 a bénéficié d'un renforcement après avoir été démystifié par le Ouazalendo, et qui nous ont prouvé à suffisance que c'était un cheval de Troie, qu'on mettait juste pour faire la pression à Kinshasa, et que finalement, militairement, si on avait des stratégies suffisantes, si on était assez organisé, on pouvait facilement mettre hors état des murs ces M23. Donc pour moi, quand l'Ouganda fait ses communiqués, le Burundi, pardon, c'est une forme d'alerte, mais la question aussi c'est qu'ici, il faut mettre un peu de clarté dans l'approche sécuritaire. J'ai l'impression qu'à ces niveaux-là, la plupart des approches commencent à aller dans une sorte de bilatéralité. C'est-à-dire qu'on vient dans un corps de l'EAC, mais quand il s'agit de faire des opérations de manière isolée, c'est les rapports des différents contingents qui tentent de le faire. C'est ce que je trouve anormal. C'est communiquer, c'est pas le Burundi qui devrait le faire. Ça devrait être le commandement des forces par où ils sont arrivés en tant que contingent. Et à ces niveaux-là, je crois que ça prouve à suffisance qu'il y a un sérieux problème de cohérence, même au sein de cette force de l'EAC, qui du reste, comme je l'ai toujours dit, ne nous serviront à rien. J'ai toujours été, je serai toujours contre la présence de ces forces étrangères, parce que pour moi, une paix dans le contexte congolais ne peut jamais se construire avec une dynamique externe. Ici, il est question de trouver, on est un État, dans les accords bilatéraux, trouver des États qui peuvent nous aider, monter en puissance, mener une opération, que d'aller sur les approches des organisations sous-régionales. La SADC, pour moi, c'est un moindre mal, mais en réalité, la SADC viendra avec l'idée de continuer à pérenniser cette approche utilisée avec l'EAC. C'est-à-dire, c'est mettre au milieu de deux protagonistes, trouver un terrain d'entente, et en fin de compte, faire un semblant de paix, ce qui, au finish, risque de nous ramener dans le même schéma, de pouvoir aller négocier. Ici, le calcul est simple. Soit on négocie, soit on passe à la vitesse supérieure. Alors, il faut céder, il faut céder, il faut négocier. Non, j'ai dit pas céder, c'est ce que je dis. Ici, le calcul est simple. Soit on négocie, soit on passe à la vitesse supérieure, on utilise l'approche militaire. Merci, Waterkou. Comment vous avez
juger ces communiqués, autant plus que l'armée burundaise fait partie de la force régionale. Et aujourd'hui, exhiber un communiqué selon lequel les M23 les empêchent de prendre le contrôle des zones dans sa responsabilité. Comment vous avez jugé ce communiqué? Depuis sa genèse, j'étais l'un de ceux qui estimaient que cette force ne fera absolument rien. Absolument rien, parce qu'on a vu plusieurs images et des copinages entre les militaires du M23 et leur soutien du Rwanda et avec le contingent kenyan et même ougandais. En son temps, nous avions dit que nous avons mal abordé et on risque de ne pas voir les résultats escomptés. Les preuves sont là. On a finalement retourné, nous sommes finalement repartis vers la SADC. Malheureusement, les résultats traînent encore parce que je ne vois pas, moi aussi, superposer autant de forces dans cette petite région du Nord Kivu. Nous avons la MONUSCO parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a déjà la MONUSCO là-bas. Qui doit partir? Elle est encore là. Il est dans l'opération Springbok avec le FARDC. La MONUSCO est encore là. Nous avons les Ougandais dans les opérations mixtes ou conjointes FARDC et puis UPDF. Nous avons l'EAC. Donc ça fait 3 organisations militaires dans cette région, presque pour la même raison, combattre les groupes armés qui écument l'Est de la RDC et puis les neutraliser pour que la paix et la stabilité reviennent dans cette partie meurtrie depuis bientôt 30 ans. Malheureusement, comme je le disais tantôt sur ce même plateau, le président burundais qui était ici lors du point de presse avec notre chef de l'État avait dit la responsabilité incombe d'abord à vous les Congolais. Soyez patriotes et c'est au FARDC que la Constitution donne le pouvoir de faire la guerre, de neutraliser toutes les forces négatives. Les forces extérieures ne viennent qu'en appui. Elles ne peuvent pas se mettre au premier plan. Voyez-vous les Kenyans vraiment mettre en première ligne, se sacrifier ou se faire tuer, massacrer pour que nous, les Congolais, ayons la paix. Non, nous devons vraiment revoir notre façon d'entrevoir cette question, ce dossier. Il faut absolument que l'on puisse revoir et changer de méthode, renforcer notre armée, faire en sorte que tout soit fait pour que nous ne soyons pas victimes de ce marché des dupes. Voilà, merci Walter. Alors Christian et Mango, comment on peut expliquer cela alors qu'une force qui est appelée à combattre l'autre s'est plaint à travers un communiqué qu'on empêche d'accéder à la zone qu'il doit, c'est-à-dire travailler ou opérer? Vous savez, quand on était petit, et lorsqu'il était question qu'on s'est fait taper quelque part, vous partez chercher un grand, mais lorsqu'il arrive, vous attendez à ce qu'au moment où il va arriver, il va taper la personne qui vous a tapé. Mais quand votre grand frère arrive, il se met à négocier. Au lieu de Robert Tabane, oui, ça, Sonia, c'est une honte que vous avez ramassée. Il se met à négocier. Je sais, il sait qu'on va le taper lui aussi. Vous imaginez que nous sommes allés chercher un grand frère qui va taper les M23, mais les mêmes grands frères se plaignent que ces ravitaillements n'arrivent pas à passer parce que les M23 ont bloqué ça. Vous comprenez un peu? Donc, je ne sais pas moi. Je ne sais plus. Je ne suis même plus parce que je suis fatigué. L'EAC va partir à telle date. La date arrive. Ils ne partent pas. L'EAC va partir à telle date. La date arrive. Ils ne partent pas. L'EAC va... Mais finalement, je ne sais pas. C'est toujours les mêmes problèmes. Le sérieux. Les sérieux. Est-ce vraiment une armée peut se plaindre que ces ravitaillements n'arrivent pas à passer parce que les M23 ont bloqué ça? Mais à eux aussi de faire appel aux Ouazalendo. Ce sont les Ouazalendo qui ont maintenant la solution, la clé du problème. Ils n'ont qu'à faire appel aux Ouazalendo. Peut-être que les Ouazalendo réussiront. Mais je vous dis que Massissi, au moment où nous parlons, est en danger. Goma, au moment où nous parlons, est en danger.
Et voilà que même les personnes que nous avons appelées pour pouvoir nous sortir du pétrin se retrouvent dans le même pétrin. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait de notre armée. Pendant 5 ans, on a préféré dépenser 324 millions de dollars dans la francophonie plutôt que L'armée un s'organise. jour, j'ai fait des calculs, je crois que c'était sur ce plateau. J'ai calculé, il y avait des avions là, des missiles russes. Et on avait fait des calculs ici. Pour en avoir 50, je crois que ça nous faisait une histoire d'1 milliard de dollars. 324 millions va entrer à 1 milliard de dollars 3 fois. 3 fois seulement. Pour avoir 50, ces 50 avions-là. 50. On n'aura pas à prendre des photos et à montrer, non, voilà, on a vu l'armée rwandaise. Non, dès qu'on voit, on tire. 50 avions. Ça nous faisait une histoire d'1 milliard de dollars. Il faut imprimer des sérieux dans une guerre. Il y a plus de 800 millions obus. Plus de 800 millions obus que l'Occident avait mis à la disposition de l'Ukraine pour combattre la Russie. Vous voyez là où c'est sérieux. Mais nous, on dort, on se réveille les matins, on dit non, Nyamalide Soupa Bomango Alia Ramon Akati. Allons entrer dans l'EAC, Potoko Manyama Otoroli Ramon Akati. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons l'idée sous tout côté dans les bangas, et fini, biso, bien. Il faut à un moment donné que notre gouvernement puisse prendre les choses au sérieux. Il faut qu'à un moment donné, on puisse réfléchir d'abord sur comment nous allons renforcer notre armée. C'est ce que Walter, c'est ce que Mike vient de dire tout à l'heure. Il faut d'abord commencer à réfléchir au renforcement de notre armée. Là où je ne serai pas d'accord peut-être avec Mike, ce sont les négociations. Est-ce que vraiment nous pouvons négocier avec le M23? Qu'est-ce que ça représente le M23? Quand on parle des grands mouvements rebelles au monde, quand on parle des grands mouvements, des grands groupes terroristes au monde, je n'ai jamais entendu parler du M23. Ils ne sont pas une menace pour la planète. Ils ne sont qu'une menace pour un Congo dont les dirigeants pensent que le pays est rabougri et qu'ils ont la réflexion orientée à autre chose que orientée à l'essentiel. Donc, madame, si c'est un sujet où je n'aurais pas beaucoup à opiner, à ergoter, à donner beaucoup trop de mots, ce serait celui-là. Parce que je trouve que la solution est bien simple. Il suffit d'arrêter de donner 1 million de dollars budgétairement parlant, ou 1 million de dollars à la maison civile du chef de l'État, et à la fin de l'année, ça vous fera 12 millions, ce sont des économies. Il suffit d'arrêter de payer 21 000 dollars au député national inutilement, vous faites des économies, ça peut vous faire encore 12 millions de dollars. Il suffit, et partout comme ça, nous orientons ça, ça peut renforcer notre armée, et par avoir des conséquences, nous allons anéantir le M23. Merci Christian, on parle processus électoral pour terminer. On va faire le tour de table. Je commence par Mike Gardi Diana. C'est la campagne électorale qui débute déjà, c'est le 19 novembre. Mais des questions qui ont des esprits, beaucoup de membres du gouvernement, des députés sont candidats. Est-ce qu'il n'y aura pas un vide qui va s'installer? Comment sera la suite? Merci pour la question, mais encore avec votre permission, un petit élément de retour. Vous savez, je crois que au regard de la posture de Kinshasa, ils sont d'accord avec l'approche de Christian Imango, parce qu'il ne faut pas négocier avec le M23 parce que ce n'est pas une puissance de feu. Et je vais lui rappeler ici que le contexte de guerre n'a rien à voir avec les analogies qu'on a fait ici, dans le sens où c'est bien bon de comparer l'Ukraine à la RDC, mais il ne faut pas oublier, on ne vit pas le même contexte. Combien d'industries d'armement il y en a en Afrique? Ceux qui soutiennent ce M23, ceux qui nous dissuadent d'aller dans l'approche militaire, ce sont eux qui vendent les armes, ce sont eux qui détiennent les 90% du marché de l'armement mondial. C'est le même qui, quand ils vont dans
les assemblées des Nations Unies votent des embargos pour vous empêcher d'aller dans ces dynamiques-là. Je crois qu'ici, le contexte de cette guerre n'est pas simplement question de moyens. C'est question, on se mettrait d'accord avec lui, d'organisation interne de l'armée, parce que cette armée-là a un passé, je dirais, assez très sale avec les histoires de brassage, mixage et autres. Mais au-delà de ça, c'est aussi une question d'avoir des hommes, à la limite, capables de pouvoir monter des stratégies efficaces pour pouvoir arriver jusqu'au bout de cette guerre-là. Quand il parle de la négociation, je l'ai déjà dit et je vais répéter, le M23 n'est qu'un cheval de Troie. Quand le M23 sont mis en mal, les Nations Unies vous envoient un communiqué pour vous dire que non, nos intérêts économiques sont mis en mal, voter des embargos contre la RDC, c'est suffisant pour nous dire d'où proviennent réellement la guerre. Donc en gros ici, c'est là où je vous ai dit, en tout cas je suis de ceux qui estiment qu'il ne faut pas négocier. Mais on n'a pas le choix. En 2013, c'était le cas. On est arrivé militairement à bout de M23, mais on s'est retrouvé autour d'une table. C'est pour vous dire que il y a autre chose derrière ça. Maintenant, ici, Kinshasa ne veut pas aller dans cette initiative des paix factices, c'est-à-dire on négocie, des paix où on fait des concessions à gauche, à droite. Oui, mais c'est bien bon. On dit qu'il n'avance pas, recule. Quand on ne veut pas négocier, si on ne veut pas négocier, il faut trouver une solution palliative. Négocier avec qui? Le Rwanda, le M23 ou la communauté internationale qui est derrière cette guerre? Le Rwanda vous a déjà suffisamment prouvé que quand vous négociez avec le M23, c'est avec le Rwanda que vous négociez. C'était ça à Nairobi. Et au-delà de ça, mais en réalité, comme négocier avec le M23, ce n'est pas aussi seulement le Rwanda qui n'est qu'un tremplin. Il y a des intérêts, des grands enjeux derrière. Ici, l'idée est simple. J'ai dit ceci. Pour des raisons de paix, on est dans une période électorale. Mais pour des raisons définitives aussi, on a deux options. Soit on négocie comme d'habitude, depuis maintenant plus de 20 ans, soit on passe à la vitesse supérieure. Kinshasa ne veut plus négocier comme autrefois, où on passait des négociations à négociations. On faisait des concessions ici, des terres, des minerais et autres, même en termes de gestion de la République. Kinshasa ne veut pas. Je sais que d'être en interne, ça s'organise l'armée, ça prendra du temps, mais pendant ces temps-là, il y a perte en vies humaines, pendant ces temps-là, la situation se dégrade, pendant ces temps, la psychose règne. J'accorde toujours le bénéfice du doute aux stratégies militaires parce qu'il faudra faire attention. J'ai toujours l'habitude de le dire, dans ces pays, s'il y a un service le mieux organisé, c'est ces services-là. Donc, en gros, ici, ils ont deux options et nous, on en a ras-le-bol. Nous, on veut que cette situation cesse. Je sais qu'en tant qu'élite, on est dans une période électorale. Je sais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je sais que la stratégie peut paraître parfois lente, mais l'efficacité dépend du travail de fond. Mais à la limite, il y a deux options qui se présentent à nous. Soit on négocie, soit on passe à la vitesse supérieure. Il faut choisir une option. Il faut choisir une option. Voilà, parce que ne pas choisir aussi, c'est une forme de choix, à mon sens. Mais je crois qu'ici, sur la question de la campagne électorale, comment? Pour les autres mandataires publics, je crois que jusque-là, il n'y a aucun soubassement. Ils doivent, dans les délais impartis, soit demander une mise en disponibilité, soit pouvoir arrêter. Mais ce que je sais, c'est que la Cour a été saisie au niveau du gouvernement. Malheureusement, je n'ai pas amené les éléments de détail juridiques. Il y a le ministre des Finances qui avait saisi la Cour pour interpréter sur la situation de membres du gouvernement, dont presque, j'ai envie de dire, 75% de ces membres sont candidats. Il avait reçu un avis de leur permettre de continuer à travailler dans le système de continuité en attendant la remise et reprise, mais comme d'habitude, substituer les grandes décisions à l'approbation du Premier ministre, comme ça fait toujours le cas. Donc, ils seront certainement là, mais chacun peut s'occuper de là, mais en train d'expédier les affaires courantes. Juste question de ne pas permettre à ce que l'appareil gouvernemental s'arrête. Est-ce que c'est un choix judicieux? Je ne sais pas. Je crois que chacun tirera les leçons de son côté, mais je crois qu'au regard du contexte aussi, s'il faut remanier le gouvernement pour combien? 2, 3, 4 mois encore, ça veut dire qu'on risque d'avoir encore des gens qui viendront, pas pour servir les idéaux et les priorités qui sont déjà multiples, ils viendront aussi pour se servir, et question de préparer peut-être la pré-campagne. C'est ça la mentalité dans le politique, et je crois qu'à la limite, retirer les signatures à ces gens-là, ils vont continuer à expédier les affaires. Pour le grand dossier, c'est soumettre à l'avis du Premier ministre comme d'habitude, mais à la limite, on garde une ossature gouvernementale qui, à la limite, passera le pouvoir au prochain gouvernement, peut-être à un gouvernement après alternance, qui sait. Merci. Qui va assurer la gestion des affaires de l'État ou à Terre-Pouille
pendant la période de la campagne électorale? Est-ce que tous cela sont candidats? Non, mais la loi ne demande pas au ministre de démissionner. Les ministres ont des cabinets, parce qu'il ne faudra pas que nous puissions tout réduire au niveau de l'individu ministre. Non, il a tout un cabinet, et puis au-delà du cabinet, il y a toute une administration. Dans de pays sérieux, on ne poserait même pas la question. Donc, mais il aura la même mise sur ce cabinet, et s'il veut prendre quelque chose, il va le prendre facilement. Il y a la loi et différents textes qui accompagnent le fonctionnement d'un cabinet ministériel et des institutions, et aussi des passerelles de pouvoir entre le politique qui est le cabinet et puis l'administration. Tout doit travailler normalement, il ne faudra pas alarmer. Ce n'est pas pour la première fois, je crois que c'est la deuxième élection, ça s'est passé en 2011, en 2018, donc c'est la troisième élection au cycle électoral pendant lequel cycle les ministres restent en fonction et ne démissionnent pas. Par contre, ce sont les fonctionnaires et les directeurs généraux et leurs adjoints qui sont obligés de démissionner pour aller battre campagne. Mais les ministres restent politiques, c'est le cas. On ne demandera pas au président de la République de démissionner pendant le mois de la campagne et aller battre campagne. Non, il reste, il continue de travailler comme président de la République. Il ne passera pas un mois en brousse et puis venir lire les dossiers. D'ailleurs, avec Internet aujourd'hui, partout où vous allez, ou du moins sur une grande partie du territoire, vous avez la possibilité de travailler en ligne. Ça ne va pas exiger qu'un ministre rentre rapidement au bureau pour signer un document. D'ailleurs, depuis que le ministère du budget a bouclé, c'est encore quoi le terme technique qui convient, donc, le ministre ne peut plus engager beaucoup de dépenses à partir du 31 octobre. Donc je crois qu'ils ont clôturé l'exercice budgétaire pour les restes. Il ne faudra pas que les gens aient peur que les ministres vont piquer tout l'argent et aller avec en campagne. Je ne dis pas non plus qu'ils sont des saints et qu'ils ne vont pas faire... Ils se servent dans les frais de fonctionnement. Voilà, ils ne vont pas se servir dans les frais de fonctionnement. D'ailleurs, il y a plusieurs plaintes dans certains cabinets que certains ministres auraient empoché les frais de fonctionnement pour... la campagne électorale, mais dans d'autres, tout se passe normalement et les frais de fonctionnement, quand ils arrivent, ils sont effectivement affectés pour le travail. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons l'IGF, nous avons la Cour de compte qui vont faire le travail pour constater qu'il y avait eu détournement pendant la période de la campagne électorale ou pas. C'est pour dire que les ministres, aujourd'hui, élus ou pas élus demain, seront redevables au cas où l'on aura constaté qu'il y avait eu détournement des deniers publics pendant une ou l'autre période. Voilà. Je crois que tout se passera normalement et il faudra aussi que les ministres ne bloquent pas la machine, qu'ils laissent les cabinets, leurs conseillers et puis excusez, l'administration travailler normalement parce que l'administration, c'est même la colonne vertébrale. On peut rester une année sans un gouvernement assis, mais l'administration continue. Voilà, il n'y aura pas un vide qui sera institué. Hein, Non, avec mes contradicteurs, ils m'ont même chippé les mots dans la bouche. C'est tout ce que je voulais d'ailleurs dire. Exigeons aussi au président de la République de démissionner. Exigeons au président... Les frais de fonctionnement, ce n'est pas qu'aux membres du gouvernement que ça part. Ça part aussi au bureau des chambres parlementaires. Exigeons d'eux aussi des démissions. Je trouve que cette idée-là est inepte. Parce que là où un pays fonctionne bien, on ne serait pas dans pareil débat. On ne serait pas du tout dans pareil débat. C'est simple que s'il y a un mécanisme de contrôle qui est bien respecté, toutes les dépenses, sauf peut-être pour ce qui est des frais de fonctionnement, mais les autres dépenses qui pourraient peser lourd au budget, ce sont des dépenses qui suivent une chaîne. Et cette chaîne-là, si elle s'est contrôlée, je pense que nous n'arriverons pas à certains dérapages. C'est tout simplement parce qu'il y a peut-être un dysfonctionnement de l'État et que là où même la loi a déjà dit que lorsqu'on est mandataire, actif ou lorsqu'on occupe une autre fonction, qu'on ne peut pas à la fois être candidat et occuper ses fonctions, on s'arrête là. Le Conseil d'État en son temps avec le président Vundoawe
avait interdit le cumul de fonctions pour ceux qui étaient du membre du gouvernement et des députés, parce que là, on était en train de percevoir doublement les salaires. Ça se comprenait. Mais ici, la loi, pour ceux qui sont des membres du gouvernement, n'a rien dit. Et c'est comme Walter vient de le dire, ils ont des cabinets. Et même quand les ministres tombent malades, qu'est-ce qui se fait alors? Quand les ministres tombent malades, nous ne savons même pas que le ministre est malade. Est-ce pour autant le ministère cesse de fonctionner? Ça fonctionne. Et donc, c'est une idée qui est inepte, à mon sens. Et il faudrait laisser couler les choses, laisser avancer les choses et éviter de créer certains débats qui ne nous avancent pas. Contrôler seulement la chaîne des dépenses, moi je crois qu'on protégerait les avoirs de l'État plutôt que d'aller chercher les poux sur les têtes des gens. Ça ne nous fait pas gagner du temps. Voilà, merci Christian Emango, merci Walter Couille, merci Mike Gardi-Diana. Merci à vous. Merci à vous fidèles téléspectateurs. C'en est fini pour Kiosque d'aujourd'hui. Merci à l'équipe technique, merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Madame, messieurs, bon début de week-end. À lundi. Au revoir.